Je suis, Marie, je suis responsable, du pôle web marketing, chez Soletti. Je suis accompagné de mon président et on est ravis de vous présenter ce webinaire sur l'accélération de la croissance, export par le web. Yann, tu veux dire, quelques mots? Juste quelques mots parce que, comme tu demandes que je préside, je vais présider très rapidement. Je dirige Solenis depuis une bonne douzaine d'années. J'ai eu également auparavant une vie très export, grand export, comme on dit, du temps d'Alcatel, d'une session Alcatel. Et voilà, donc depuis 12 ans, je dirige Solenis. On a une cinquantaine de salariés. On ne fait que du e-commerce, un peu à l'export, beaucoup en France. On a encore beaucoup de choses à faire. On travaille également avec Luco sur Aradon, donc on a monté une licence pro e-commerce et international, je simplifie. Depuis 7-8 ans, on voit passer beaucoup d'étudiants et des projets qui peu ou prou touchent à de l'expansion internationale. On a également eu un projet avec l'Union européenne qui nous a permis de stabiliser nos méthodes de travail à l'export, ce que Marie va vous présenter dans les slides qui suivent. Voilà, merci. Hop, hem, vous l'avez compris, donc moi, en tant que responsable web marketing, on va, moi et mon équipe, accompagner les clients dans le développement de leur activité sur la France et aussi sur des marchés, qui peuvent être considérés comme prioritaires à l'export. Donc on a un peu l'habitude de fonctionner pour aller chercher et conquérir comme ça de nouveaux marchés. Donc je vais vous présenter un petit peu, la façon dont on procède, sur un plan donc qui commence par une étude de marché, une étude des opportunités. Ensuite, le choix des canaux. On va revenir sur quelques concepts, sur les canaux, web pour l'export, mais voilà, pour le marché France, c'est un peu pareil. On va se poser les mêmes questions, on va juste l'adapter à l'export. Ensuite, on va voir ensemble quelques outils de facilitation marketing pour investir ces canaux. Ça peut vous donner des idées aussi pour mettre en place ce qu'on appelle des quick wins, donc des petites choses que vous pouvez faire vous de votre côté, sans beaucoup de technicité. Mais il y a aussi de la technicité potentiellement dans ces méthodes, on va voir. Et puis, une dernière partie qui va être le pilotage, de l'activité et de la mise en place des bons KPI pour suivre, ce qui se passe et le pilotage pour bien continuer, à respecter les principes du marketing. On fait, on mesure, on optimise et on recommence. Hop. Donc dans l'identification, pardon, des opportunités, la première étape, c'est de se poser des questions, hein, comme sur n'importe quel marché, c'est-à-dire de trouver un équilibre entre, un besoin existant sur le marché, l'offre qu'on est en mesure d'apporter et puis l'adaptation potentiellement de cette offre pour qu'elle corresponde au marché qu'on souhaite, investir. Ça peut être tout simplement, packagé différemment des produits, déjà existants chez vous, hein, de manière à ce que ça réponde vraiment à un besoin ou un trou qui existe sur le marché que vous souhaitez, investir. Donc toujours trouver, essayer tout au long de la démarche même d'étude, hein, de garder en tête, qu'il est parfois nécessaire d'adapter la façon dont vous procédez pour que ce soit équilibré avec le marché que vous avez en face. Hop, donc dans l'identification des opportunités, donc je ne vais pas revenir en détail sur les études macro qui peuvent exister. Jacques en a parlé en partie, la BCI peut aussi vous aider sur ces études, de marché, mais ça commence, voilà, de la même façon. Donc on a les études macro, on a des études de marché qui peuvent être plus précises, qui peuvent vous aider aussi. Donc par exemple, là, je vous ai affiché sur un marché, enfin sur différents pays, le nombre de félins de compagnie par pays. Voilà, c'est une petite chose que j'ai trouvée comme ça en tapant une requête rapide sur le web. Donc il y a potentiellement des études de marché qui correspondent un petit peu à ce que vous pourriez, vouloir faire. La segmentation de la population aussi, enfin voilà, c'est des études, classiques, qui peuvent être intéressantes dans le cadre d'une projection vers l'export. Ensuite, il y a l'analyse, des barrières à l'entrée. Là, encore une fois, je vais pas rentrer dans le détail. C'est quelque chose, j'imagine que vous connaissez déjà, bien et auquel si vous vous posez la question de partir à l'export, vous savez que vous allez devoir, regarder ce qui se passe. Le degré de compétitivité,
C'est un peu de la culture aussi des marchés. Donc par exemple, des marchés qui vont pas du tout être perméables à un produit ou une typologie de produit que vous, pouvez, avoir. Donc là, je prends un exemple de la Corée du Sud, où si vous êtes, fabricant de cosmétiques, ça va être très compliqué d'entrer parce que le marché est déjà bien, peuplé et les Coréens sont, très fidèles à leur marque, nationale. Ce qu'il va falloir voir, ce qui est idéalement, à chercher dans les études, que vous allez, vous procurer, par rapport au web, c'est, la pénétration d'internet, et l'utilisation des smartphones. En fait, les usages web qui vont être propres à un pays. Ça va pas forcément être les mêmes en France, que dans d'autres pays. Alors européens, il va y avoir un petit peu quand même de, de parallélisme. Mais ça va être très différent, sur la Chine, par exemple, la Russie ou des pays, africains. Donc on va essayer de regarder dans ces études si on peut percevoir des usages par rapport au web. Donc par exemple, on sait que dans pas mal de pays d'Afrique, il y a une habitude historique de procéder au paiement, par exemple, par mobile. C'était déjà le cas avant les smartphones. Donc on est sur un marché qui est quand même très différent de notre marché, habituel. On va avoir des spécificités aussi par rapport aux livraisons. Ça va pas être tout à fait être la même chose qui va être attendue d'un marché à un autre. Donc c'est un petit peu ce qu'il faut aller gratter dans les études que vous allez consulter. Pour aller plus loin, vous pouvez faire, appel ou si vraiment vous avez le sentiment de ne pas avoir suffisamment de données sur le marché, que vous visez, vous pouvez faire appel à des experts qui sont soit identifiés sur des salons ou dans vos échanges commerciaux, hein, des gens dont vous savez qu'ils ont une implantation, sur le marché. Il y a des plateformes qui existent de mise en relation, dédiées, donc payantes, hein, pour de la mise en relation avec des experts, déclarés. C'est eux-mêmes qui se déclarent experts, donc faut faire un petit peu attention. De leur marché. Vous avez, la possibilité de voir un petit peu s'il n'y a pas des vecteurs d'opinion sur Twitter ou LinkedIn, des choses comme ça. Les, partenaires, les commerciaux qui sont sur le terrain, ils ont forcément des informations qui sont utiles, qu'il faudra vérifier. C'est pas toujours le sentiment d'un commercial est pas toujours, ce que vous allez trouver sur le web, parce qu'il va être confronté d'une manière un peu différente au marché que, un internaute, par exemple, du pays, que vous visez, mais c'est déjà un premier rapport avec le marché, export. La BCI, que je recite puisqu'ils sont en mesure de vous accompagner sur de l'étude de marché et peut-être des marchés assez précis. Le bilan de ces études un peu, macro, c'est que ça va vous permettre d'avoir une première vision d'un comportement en ligne dans un pays. Ça peut également permettre d'identifier des spécificités, qui peuvent avoir une influence sur la façon dont vous allez vous projeter sur ces pays. Donc je vous donne quelques exemples. On a parlé un peu de la Chine, qui est un marché, e-commerce qui est très spécifique. D'abord, sur la Chine, il y a très peu de présence ou pas du tout de Facebook, Amazon, on pourrait citer Google aussi puisque le moteur de recherche, principal du marché chinois, c'est Baidu. Et en Chine, aujourd'hui, on parle même plus vraiment d'e-commerce, on va parler de m-commerce, puisque les Chinois sont très friands de consommation rapide directement depuis leur mobile sur un réseau social qui s'appelle WeChat. C'est une mutation, voilà, très rapide du marché chinois vers des modes de consommation qui nous sont, nous, sur notre marché européen, assez étrangers. On peut citer d'autres spécificités marché, alors qui sont pas, c'est dans l'acte d'achat plutôt. On sait qu'aux États-Unis, un consommateur, il va être particulièrement plus attentif que d'autres marchés à la rapidité et aux options de livraison. Donc c'est des habitudes qui ont été prises notamment, avec Amazon et c'est un élément qui va être particulièrement important dans la décision d'acte d'achat. Au Brésil, par opposition, ça va plutôt être la possibilité de paiement en plusieurs fois.
Et puis Allemagne, je vous donne un autre exemple parce que ça c'est pas commun. C'est pas non plus hyper fréquent, mais sur le marché allemand, on a la possibilité parfois d'avoir, du paiement sur facture. C'est-à-dire le produit est expédié, il est envoyé, il est réceptionné et c'est qu'à partir de ce moment-là que le consommateur, on requiert son paiement. Donc c'est pas, j'ai jamais vu ça je crois sur le marché, français, c'est pas commun et c'est une spécificité qu'on peut retrouver en revanche sur le marché allemand et qui peut faire la différence, entre 2 concurrents, on va dire équivalents. Ensuite, le moyen le plus concret, et direct, parce que c'est souvent on voudrait aller vers l'export, on a une volonté, mais c'est comment s'y prendre. Donc de notre point de vue, le moyen le plus concret et direct de se projeter sur une telle démarche, c'est de se poser la question, qui je suis moi en tant qu'entreprise? Quel est le service? Quels sont les produits que je crée? Quelle est ma valeur ajoutée? Quelle est ma spécificité? Quelle est mon identité? Est-ce que j'ai déjà une idée de qui sont mes concurrents, en tout cas ceux que j'identifie? Est-ce que je peux aller regarder s'ils sont sur ces marchés-là et comment ils agissent? Je fais un mix de ça avec, ce que j'ai appris du marché, cible, les usages des gens, les comportements, la pénétration, des modes de consommation web et cetera et à partir de ces différents éléments, je vais me concentrer sur une liste. Ça, c'est important de comprendre cette notion de requête. C'est-à-dire que je me mets à la place de mon internaute, sur le marché export. C'est-à-dire comment lui, il va chercher, comment une requête va matcher avec un service que j'ai déjà ou que je suis prêt à faire évoluer par rapport au marché France pour que ça corresponde exactement à sa demande. Donc c'est une démarche qu'on appelle customer centric, on se met vraiment à la place du consommateur. On donne la priorité à la façon dont il va, potentiellement aller chercher le produit. Je le fais matcher avec moi, ce que je suis capable de faire, toujours dans cette recherche d'équilibre entre, l'existant, l'innovation et cette adaptation. Et du coup, je vais établir une liste de requêtes que je vais estimer comme prioritaires et je vais l'appliquer aux canaux disponibles, sur le web. Donc on a parlé un petit peu des moteurs de recherche et des marketplaces. Alors pour ces, canaux-là, on est sur une logique qu'on appelle une logique, SERP, donc SERP. Donc encore une fois, on se met à la place des internautes. Je vais sur internet, je vais commencer par rentrer une requête sur ces canaux-là. Par exemple, Google aujourd'hui quand vous arrivez sur ce moteur, c'est vide. Il vous propose, rien. Une marketplace vous propose quelques éléments, mais vous y allez avec globalement une intention. C'est un peu différent des réseaux sociaux où le consommateur est pas forcément en recherche active, ce qu'on appelle plus une logique, push. C'est qu'en fonction de qui il est, le contenu va être préaffiché. Donc c'est ce que vous pouvez retrouver très bien par exemple sur Instagram où vous avez un fil, de contenu qui remonte ou, sur LinkedIn où, vous avez votre réseau, qui va afficher ses nouvelles. Donc on est sur ces 2 logiques-là. Donc dans le cadre du pool, on va se demander, donc là pour les moteurs de recherche, on reprend notre liste de requêtes prioritaires sur le marché cible et on va déjà aller identifier un volume de recherche sur ces requêtes, sur les pays qu'on vise. Donc ça, on peut le faire via des outils, soit professionnels, soit, enfin ils sont tous professionnels dans le web marketing, mais il y en a un qui est gratuit, qui s'appelle, Google Ads, hein. À partir du moment où vous ouvrez un compte, vous pouvez déjà avoir accès aux recherches, au nombre de recherches de requêtes sur un mot-clé par pays, enfin par région. Enfin, il y a tout ce qu'il faut sur ce genre d'outil. Ça va vous donner une idée de la demande qui existe sur ces requêtes en volume. Donc déjà de voir si, par rapport à ce que vous êtes en mesure de proposer, de vous imaginer par rapport à un requête d'internaute, il y a du volume en face qui existe déjà ou pas. Ça permet de mesurer, l'intérêt d'un marché. Donc ici, on est sur le domaine du biscuit, par exemple. Je vais aller voir que mon requête, sur un mois, je vais avoir plus de 10 000, requêtes sur, le moteur de recherche, en l'occurrence ici Google. Sur cette requête-là.
Ensuite sur les marketplaces, sur les moteurs de recherche, je reste là. Pour l'application sur un pays, tiers, comment je fais depuis la France pour voir où j'en suis? Ce qu'on vous conseille, c'est de mettre un petit VPN, de vous positionner vraiment comme un internaute, toujours avec cette démarche de se mettre à sa place. De vous mettre dans la langue, enfin géographiquement dans le pays, modifier Google s'il faut pour être sur le moteur de recherche identifié du pays, sinon vous pouvez faire une navigation, privée une fois que vous aurez enclenché votre VPN et faire les requêtes évidemment dans la langue, du pays cible et à ce moment-là, vous verrez un affichage, de requêtes Google qui correspond à ce que voient les internautes de votre marché cible. Donc ici, par exemple, on peut déjà se rendre compte de la densité. On est en espagnol sur Estación de Energía, je crois. Donc c'est des stations d'énergie solaire portatives. Donc on peut déjà se rendre compte de la densité dans la réponse à l'affichage, puisqu'ici déjà d'emblée, je suis assailli de publicité, parce qu'on est sur du contenu payant. Donc je vois que j'ai des concurrents qui sont déjà, si c'est ma cible marché, je vois que j'ai déjà des concurrents qui sont installés sur ce marché-là. Sur les marketplaces, la démarche est la même. On est toujours en recherche, donc on a une intention de recherche en globalité quand on va sur la marketplace. Ça constitue aussi souvent la première étape d'un internaute qui sait qu'il va acheter. Je sais que je vais acheter, je vais pas forcément aller sur Google, je vais déjà directement aller sur Amazon puisque j'ai un compte et que c'est comme ça que ça va se produire. On peut traiter de la même façon, si vous voulez, les réseaux sociaux puisqu'ils sont en partie, eux aussi des réseaux de recherche où on va afficher un résultat. En particulier sur LinkedIn, où je vais peut-être chercher des entreprises qui font des choses similaires ou des produits qui sont correspondants aux miens. C'est particulièrement vrai, pour YouTube, où vous avez, ces caractéristiques-là, où vous avez un affichage qui vous est proposé, mais on va souvent chercher aussi quelque chose de précis et c'est de plus en plus le cas aussi via, TikTok. À ma grande surprise depuis, cette année, on a des étudiants qui nous disent qu'ils ne passent pas par Google. Alors ils sont pas encore très nombreux, mais on le voit chez les consommateurs, jeunes. Ils posent plus les questions qu'ils ont à Google, ils vont, directement les poser, dans TikTok. Donc c'est des choses à regarder. Ça en général, quand on est sur un marché, B2B, TikTok, pour le moment, n'est pas encore, très, très influent. Ensuite, les réseaux sociaux, c'est intéressant quand même à regarder, parce que, donc on l'a expliqué, hein, c'est les réseaux sociaux, la présence découle souvent, enfin ce que vous allez en affichage, ça découle d'une présence sur un marché. Et donc vous pouvez étudier déjà la présence de concurrents si vous les avez identifiés, soit parce que, voilà, vos études de marché ou vos études de terrain ou parce que vous avez déjà fait, les démarches sur, les moteurs de recherche, marketplace et Google et que vous avez déjà identifié, un certain nombre de concurrents, n'hésitez pas à aller voir comment eux font sur les réseaux sociaux. On va y revenir plus tard aux réseaux sociaux. Ce qui va être intéressant en particulier, ça va être la capacité de ciblage en mode payant, pour vraiment bien utiliser ces outils quand on fait de l'entrée sur un marché. Donc à la suite de cette première recherche, l'idéal c'est d'établir une liste où vous avez déjà quelques concurrents en tête. Vous savez qu'ils sont présents sur le web. C'est pas seulement des concurrents que vous rencontrez dans le cadre d'appels d'offres, par exemple, sur un marché, donc offline. Vraiment d'avoir cette vision de vos concurrents sur le marché du web. Et à partir de cette liste de concurrents, d'établir, du mapping, chiffré pour obtenir une vue réelle de votre concurrent sur le web. Donc si je vous explique l'affichage, on est sur, un peu le même affichage que tout à l'heure, c'est-à-dire on a des requêtes, on a des volumes mensuels qui sont associés. Bon, une difficulté de mots-clés, mais on va pas rentrer trop dans le détail, c'est intéressant, mais peut-être pour autre chose,
à un autre moment. Ici, on a, votre marché, on est sur l'entreprise, pour laquelle on fait l'étude. On a le concurrent 1, concurrent 2, concurrent 3, concurrent 4 et on va mapper comme ça un petit peu, les forces et faiblesses de chacun sur chacune des requêtes. Et donc très rapidement, ce qu'on va voir apparaître, c'est, qui est le plus fort, sur le référencement naturel de ces requêtes et on voit très bien que le dernier concurrent ici apparaît principalement en vert, sauf sur quelques termes où on va avoir un concurrent qui est meilleur. Mais on voit globalement sa stratégie, de référencement, en tout cas elle, est assez avancée. Donc je sais tout de suite à qui, dans mes concurrents identifiés, à qui j'ai affaire et je vois que tout le monde est mieux positionné que moi, déjà et je vois où j'en suis par rapport au concurrent le plus avancé. Donc volume de recherche ici et ici le positionnement de mon concurrent dans les résultats de la recherche. J'espère que c'est clair pour tout le monde, sinon n'hésitez pas à le signaler à Jacques s'il faut revenir sur ces concepts. Ensuite, on peut continuer à mapper. L'important, c'est d'être dans le cadre d'une démarche raisonnée. C'est difficile de se projeter vers un nouveau marché. Donc on va essayer à minima, pas forcément avoir des certitudes, mais en tout cas d'avoir une vue assez claire de là où on s'engage. Donc on peut très bien, continuer à mapper ses concurrents. Par exemple, vous avez identifié les concurrents, mais ils sont concurrents que sur une partie, pas sur une autre, notez-le. Ça permet d'avoir une vue réelle mon concurrent ici établi, certes, il est bien mieux positionné que moi, mais il a une activité qui est plus complète et cetera. C'est pas grave, à ce moment-là, on le note et on prendra ça en compte dans l'analyse qu'on fera sur la durée. Ensuite, on va noter des éléments qui vont être un peu plus, techniques, et donc là, c'est l'intérêt de faire appel à une agence, comme Solidis, c'est d'avoir des vues un peu plus techniques sur, comment est-ce qu'il, travaille son référencement? Est-ce qu'il a, beaucoup de ce qu'on appelle des backlinks, c'est-à-dire des liens qui renvoient vers son propre site internet, ce qui est une bonne pratique, SEO? Est-ce que ça structure la chaîne? Donc ça, tout ça, c'est du manger pour les moteurs de recherche. C'est pas le sujet du webinaire, mais, c'est pour vous indiquer un petit peu qu'il y a des éléments qui sont, tangibles, qu'on peut chiffrer pour avoir vraiment une idée de l'état dans lequel on est ou comment est la concurrence et ce vers quoi il faut qu'on tende si on veut avoir une présence web via son site qui soit à la hauteur du marché sur lequel on se situe. Alors pareil sur les réseaux sociaux, hein, il y a des données qui sont, tangibles. Ce qu'il faut éviter, c'est d'être basé sur un sentiment parce que ça inclut de l'incertitude. Et du coup, on devient fébrile et on peut prendre de mauvaises, décisions. Donc là, encore une fois, il y a pas de raison de pas mapper les réseaux sociaux. Par exemple, de compter combien, a d'abonnés, mon concurrent 1, mon concurrent 2, mon concurrent 3. Ça va me donner une idée, moi, de ce qu'il faudrait que je fasse, par rapport au nombre de publications, et la fréquence des publications, par exemple. Est-ce que je peux faire la même chose? Est-ce que je peux me donner les moyens de faire la même chose ou, est-ce que c'est des canaux qu'il faut pas que j'exploite parce que j'aurais pas, voilà, c'est par rapport aux contraintes aussi qu'on va pouvoir se projeter là-dessus. Hem YouTube, là, on voit qu'il y a un concurrent qui fait énormément de vues sur YouTube. Bah, c'est un bon indicateur de sa stratégie. Il est peut-être pas très bien référencé sur le moteur de recherche, mais peut-être qu'en termes de notoriété, il a trouvé d'autres entrées qui lui permettent d'être présent sur le marché et ça aussi, c'est intéressant, hem, pour prioriser un petit peu, moi, ce que je vais pouvoir, faire. Pareil pour LinkedIn. Et en l'occurrence ici, pareil pour Instagram, je mappe. On peut faire la même chose sur les éléments qu'on va retrouver sur le site internet et ça va être très intéressant. Alors d'abord par rapport au site web, si on se projette, vers un site web sur, l'export, mais aussi par ce qui est appliqué, par le concurrent et notamment son adaptation au marché web. Donc ici, on va avoir par exemple, des données sur, est-ce que la livraison est offerte?
Voilà, est-ce qu'ils le font tous? S'ils le font tous, ça devrait m'alerter. C'est-à-dire que c'est un minima que je dois moi appliquer sur un site internet, parce que sinon je vais me couper d'un vecteur, important dans la décision d'achat. S'ils le font pas tous, ça peut éventuellement se discuter si j'ai pas envie de le faire. Est-ce qu'ils ont des sliders saisonniers, c'est-à-dire de la mise en avant, et donc une démarche commerciale qui soit un peu active sur le site internet? Est-ce qu'ils font des promotions? Dans le cadre du B2B, est-ce qu'il y a la création de comptes? Est-ce qu'ils ont des fiches de contact spécifiques pour les entreprises? Est-ce qu'ils pratiquent, des prix aussi qui peuvent être négociés sur le marché? Donc voilà, tous ces éléments-là, ils vont être intéressants à recenser, que j'ai un site internet ou non. Si j'en ai un, ça peut me permettre de trouver des axes d'amélioration, et si je n'en ai pas, ça peut rentrer du coup dans mon cahier des charges pour la réalisation, du site internet. Encore une fois, les fonctionnalités B2B, puisqu'on c'est un peu notre spécialisation, donc on va aller voir, hein, donc on a parlé de la création de devis par exemple. Est-ce que le site web est adapté à ça, ce qui est une vraie marque B2B? Est-ce que j'ai de l'échantillonnage, des catalogues, des newsletters spécifiques? Enfin voilà, ça va permettre aussi, alors vous de voir où en sont vos concurrents, mais de voir surtout comment ils s'adaptent eux au marché, et est-ce qu'ils investissent, ce champ du B2B. Donc c'est très intéressant également à mapper. Dans l'identification de ces opportunités-là, donc on garde toujours en mémoire à chaque fois qu'on fait, du mapping et qu'on regarde ces données, sur soi-même et les concurrents, toujours garder en tête: est-ce que mon offre du coup est adaptée? Est-ce que je peux, m'adapter au marché, aux besoins du marché? Visiblement mes concurrents ont déjà, fait ci, ça, ça. Est-ce que moi aussi je peux le faire? Ça peut donner des idées aussi sur un angle d'attaque qui n'est pas exploité. Si je le vois pas chez les concurrents, hop, voilà, on y va. Et donc cette première approche de marché, d'étude, elle est très importante pour la suite, et d'ailleurs, dans le choix des canaux qui vont être faits, plus tard, une fois que vous avez fait une étude de marché, une étude, un audit en fait, ce qu'on appelle chez nous un audit stratégique, sur le web, vous allez déjà avoir énormément d'éléments de réponse. Pratiquement tous les éléments de réponse se situent dans l'étude, et après on adapte ce qu'on a vu, à ses contraintes, à ses moyens d'action, à ses ressources humaines, budgétaires, également à ses priorités. Mais d'expérience, ces audits, ils font avancer aussi la réflexion, des entreprises sur la façon d'exploiter, les marchés. Il faut savoir sur les canaux, donc ce qu'on appelle SEO, donc c'est le site web, hein, c'est le référencement, d'un site. Donc ça implique, si vous n'y êtes pas encore présent, le lancement d'un site web, et son référencement. Ce qu'on veut, c'est se positionner dans les moteurs de recherche au plus haut niveau, en face d'une requête qui a du volume de recherche. Donc les avantages, c'est qu'on a un contrôle total de sa marque, c'est son, site web, on peut faire ce qu'on veut dessus. Heu, on peut l'optimiser, on peut travailler, c'est un outil de travail, sur son marché. On est en direct, on est en relation directe avec le client, donc on va récolter des données dessus. C'est particulièrement vrai dans le cadre du B2B. On n'a pas de commission de plateforme comme ça peut être le cas, sur, les marketplaces par exemple. Voilà, c'est la personnalisation, la relation directe avec le client. Les inconvénients, c'est que ça nécessite de l'investissement, en temps comme en budget, qu'on est responsable soi-même des opérations, donc si ça marche pas, c'est de notre faute. Le gros avantage, je le mettrais aussi dans les avantages, c'est qu'on travaille dessus, ça nécessite de l'investissement, mais c'est efficace dans le temps. Donc il va falloir attendre un petit peu, avant de récolter des fruits de ces travaux. Mais une fois que c'est fait, alors ça s'optimise tout le temps, mais ça ne disparaît pas comme c'est le cas, si vous arrêtez de payer de l'Ads, ou si vous disparaissez d'une marketplace, vous avez, virtuellement, enfin,
ou tout court, hein, puisqu'on est sur web, vous n'avez plus aucune existence. Le canal est coupé immédiatement. C'est pas le cas sur le canal de votre site web et de son référencement naturel SEO. Les marketplaces, les avantages, c'est qu'on a une audience qui est déjà existante et qui est visible. C'est le business des marketplaces, hein, c'est d'avoir énormément de visiteurs. Une puissance comme ça parce qu'on est agrégateur de produits. Donc les gens viennent chez nous avec ils sont déjà dans un parcours d'achat. Donc on achète en fait, quand on s'abonne à une marketplace pour être vendeur dessus, on achète clairement leur audience. Un autre avantage, c'est que les consommateurs font confiance à la plateforme. Il y a une gestion simplifiée de certains aspects techniques et c'est en particulier le cas sur la logistique. Par exemple, si vous allez sur un marché et que vos produits sont transportables, on va dire facilement et qui ne sont pas périssables vite, vous pouvez très bien aller par exemple sur la Roumanie en mettant un stock disponible chez Amazon et c'est Amazon qui va se charger après de le distribuer. Donc on a ces infrastructures-là qui sont déjà en place sur Amazon comme sur les autres marketplaces. Il y a pas mal d'inconvénients en revanche, on l'a dit déjà, c'est une efficacité qui est court-termiste. Dès que vous arrêtez une plateforme, voilà, il n'y a aucun gain. Les clients ne sont pas à vous. Il y a des frais qui peuvent être potentiellement élevés, il y a des commissions, donc c'est votre activité qui détermine un peu la rémunération de la marketplace. Il y a beaucoup de concurrence. Vos clients, encore une fois, vous appartiennent pas, donc vous ne contrôlez pas complètement votre image de marque, hein. Le client ne vous est pas fidèle à vous, il va être fidèle à la marketplace. Et c'est la marketplace qui le juge. Il y a les private labels, donc c'est-à-dire que vous allez vous faire passer devant potentiellement par des produits sur le même marché, mais avec lesquels soit Amazon les distribue en direct, soit il a passé un deal avec des distributeurs pour mettre en avant une marque blanche, la sienne ou celle du concurrent. Et puis il y a des règles et des exigences très spécifiques qui peuvent être contraignantes, c'est-à-dire qu'en termes de ressources, aller sur une marketplace, ça se prévoit parce qu'il va falloir gérer la relation client au jour le jour sur la marketplace. La marketplace peut changer les règles d'affichage, donc vous demandez des nouvelles choses de manière assez régulière, donc c'est un entretien. Ça peut être très efficace parce qu'encore une fois, on a voilà, le premier avantage, c'est d'avoir énormément d'internautes et de consommateurs potentiels. Mais en face, c'est pas quelque chose qu'on installe et on s'en va en laissant tourner. C'est vraiment quelque chose qui s'entretient et qui s'exploite sur la durée avec pas mal de ressources. Ensuite, les réseaux sociaux. Alors, on est sur une efficacité à court terme, voire à moyen terme. Les avantages des réseaux sociaux, c'est un engagement très direct avec les clients. Ça coûte pas cher de faire quelques posts, encore que ça prend du temps. Donc ça aussi, ça se mesure. Il vaut mieux avoir une stratégie établie, une ligne éditoriale pour aller sur les réseaux sociaux. Le gros avantage du réseau social, on va le voir avec les slides suivantes, c'est la possibilité de cibler de manière très sophistiquée la publicité. Il y a aussi de la viralité et de l'influence, même si c'est assez difficile à mettre en œuvre. L'autre gros avantage, c'est que c'est parfaitement adapté aux marchés locaux. C'est facile, on se met en fait dans un écosystème qui est déjà existant et vivant, donc on n'a pas d'effort particulier à faire pour essayer de comprendre le marché qui est en face. Les inconvénients, c'est qu'on est en compétition d'attention, hein, il y a beaucoup de monde sur les réseaux sociaux. C'est un rendement qui est très difficile à quantifier aussi et qu'on va avoir du mal à rapprocher par exemple avec une démarche héroïste. On va beaucoup être sur de la notoriété, on a parlé d'eux, mais de rapprocher ce qui s'est passé sur un réseau social avec une vente par exemple, ça va être assez compliqué en termes de suivi. Il y a un petit manque de contrôle aussi sur ce qui peut se passer. Le risque vraiment quand on investit sur les réseaux sociaux en présence non publicitaire, c'est de passer pas mal de temps et de s'épuiser parce qu'en fait on ne sait pas quel est son objectif. On aimerait avoir de la vente, mais ça va être difficile de mesurer. Donc encore une fois, il faut avoir une démarche raisonnée. Ça peut être très efficace.
Si on veut faire des vues, notamment sur YouTube, si on veut faire, du networking des choses comme ça, pourquoi pas également. Mais voilà, c'est pas avec ce canal, en le travaillant de manière naturelle, que vous allez faire beaucoup de ventes. Je pense pas vous l'apprendre. Donc le bilan, c'est que, bah, forcément, idéalement, vous pouvez, quand vous entrez sur un marché ou quand vous, voulez conquérir des parts sur ces marchés, lancer tous les canaux et puis voir ce qui se passe. Hem Ces canaux, ils sont complémentaires souvent des uns des autres, c'est-à-dire que si plus on entend parler de vous sur les réseaux sociaux, même si les gens ne sont pas dans un acte d'achat à ce moment-là, plus facile sera quand même l'acte d'achat au moment d'y aller. «Ah oui, j'ai déjà entendu, j'ai confiance, je sais que c'est quelque chose qui existe, j'ai vu le message, donc je suis déjà sensibilisé au service, aux produits», donc forcément ça aide. Maintenant on ne vit pas dans un monde, idéal, on peut pas forcément tout faire en même temps. On veut avoir une démarche aussi raisonnée, c'est-à-dire ne pas dépenser, énormément, d'argent sans savoir ce qui va se passer assez rapidement. Donc on fait face à ces contraintes et en fait, au cours de l'étude déjà on réfléchit par rapport à ça, on se réadapte. Est-ce que je peux faire ça? Oui, non. Donc c'est encore une fois, qu'est-ce qui doit déterminer que vous alliez sur un canal ou un autre? Bah, c'est l'intérêt, cet équilibre entre l'intérêt que le marché a pour ce canal, la façon d'y aller et vous, ce que vous êtes en mesure, et la valeur ajoutée que vous allez, à y aller. Donc sur les outils de facilitation marketing, donc on a vu un petit peu ce qu'étaient que les SERP. Donc je les ai réunis, les grandes, ici, c'est-à-dire donc les pages de recherche à des requêtes. Les pages de résultats à des requêtes. Donc la plus simple pour nous, ça va être tout ce qui va être Google, Bing, dont on a l'habitude. Ça va être le cas aussi de YouTube et un petit peu LinkedIn. On va avoir ces opportunités aussi, pourquoi pas sur, Instagram et LinkedIn. Je vais vous donner quelques exemples de pourquoi est-ce que je paierais pour moi, être visible tout de suite à la requête sur ces SERP. Par exemple, donc pour Google, je pense que l'exemple il est simple. On voit qu'il y a des volumes, de recherche. Bah, je veux être affiché, même si aujourd'hui, au niveau du référencement naturel, je suis pas prêt, je vais payer. Comme ça, au moins, on va me voir, en priorité sur des requêtes. Donc ça, c'est très simple à comprendre pour Google. Pourquoi est-ce que j'en choisirais un plutôt qu'un autre? Par exemple, si j'ai pas de volume de recherche sur des batteries solaires portatives, je vais reprendre l'exemple qu'on avait en Espagne, tout à l'heure. Mais je sais qu'il y a des vidéos, YouTube, sur la van life ou même, des survivalistes, et ça pour être clair, ça m'est déjà arrivé sur un client. Donc on est allé chercher plutôt de la notoriété sur le pays cible, qui n'était pas l'Espagne d'ailleurs, mais sur lequel il n'y avait pas du tout de volume de recherche disponible. Donc on se dit: «Bon, il n'y a pas de recherche». Par contre, on sait que nos produits peuvent avoir un intérêt pour telle et telle typologie de gens et grâce à YouTube, je peux quand même les cibler. Là, je les cible pas par rapport à la recherche, mais par rapport aux emplacements vidéo. C'est-à-dire, je vais dire sur, tels emplacements vidéo qui correspondent en fait à une requête, cachée un petit peu internaute, hein. C'est-à-dire, ils ont pas tapé, station énergie, portable. Par contre, ils vont taper, ils vont regarder des vidéos sur, comment survivre à une énième épidémie ou, je crois que c'était suite à la guerre en Ukraine. On avait peur de pas avoir d'électricité. Il y a eu un gros boom aussi dans les vidéos, et dans les vues surtout, sur les chaînes, et les vidéos un peu survivalistes ou, slow life, donc comment vivre avec le moins d'énergie, voilà, exact. Donc on peut très bien se positionner là-dessus, même s'il y a pas de recherche. C'est pas forcément un absolu sur un marché. Pareil sur, le volume viande de canard en Scandinavie, par exemple. Ça, c'est un cas qu'on a vu, avec Yann dans le cadre de l'encadrement des étudiants de l'UCO. Le marché scandinave, est-ce qu'il est intéressant pour la viande de canard? Bon, c'est pas dans les habitudes, culturelles de consommation des Scandinaves. Est-ce que j'ai une autre opportunité en allant demander, parce que, voilà, on parle d'adaptation de l'offre. Parfois, et c'est le cas notamment dans le domaine de l'agroalimentaire, le label français juste peut servir à accompagner l'innovation sur un nouveau pays.
Donc il y a pas de volume de recherche, c'est pas une habitude de consommation, mais est-ce que, si on dit que c'est un délice pour les Français, est-ce que les Suédois vont pas l'acheter? Donc je vais pas aller rencontrer un volume de recherche, je vais plutôt aller, m'adresser aux grossistes, professionnels, du marché scandinave et ça je peux le cibler en payant avec, LinkedIn puisque sur LinkedIn et comme sur pas mal de réseaux sociaux, mais LinkedIn en particulier est très riche à quel endroit sont, les internautes, quel poste, occupent-ils, dans quelle entreprise, dans quel pays, enfin vous avez tout ce qu'il faut pour cibler vraiment, hem, un public qui peut être intéressé par des produits innovants que vous avez. Puis l'avantage, de ces méthodes et de ces plateformes, c'est aussi qu'on peut mesurer en permanence ce qu'on fait. Donc on va mettre un budget, ça marche très bien, potentiellement on va en mettre plus ou on va continuer, ou ça ne marche pas, je vais étudier un autre angle d'attaque ou je vais arrêter pour me concentrer sur un autre canal ou une autre méthodologie que j'ai à disposition. Donc sur les ads, notamment, donc on peut faire ici c'est un exemple d'étude sur un budget héroïste. Donc on se positionne sur des requêtes, ce qu'on appelle des champs sémantiques et on a des outils, hein, qui vont nous dire, bah, telle requête, elle vaut en moyenne tant. Il y a tant de volume de recherche. Moi je vais estimer que je vais pas avoir tout, peut-être pas toutes les requêtes, mais j'en ai une partie. Donc je vais pouvoir faire des projections quand même, comme ça, sur, ce que va vraiment, m'apporter une campagne, ads, donc en l'occurrence ici sur Google. On peut le faire aussi, avec d'autres optiques, notamment dans le cadre, du B2B. Donc potentiellement un client à l'achat d'un produit, OK, ça va peut-être me coûter cher et je ne vais pas être sur une démarche héroïste immédiate. En revanche, j'ai une notion de récurrence dans mon business. Je sais que si quelqu'un achète chez moi, potentiellement par rapport à mon produit, je vais prendre un exemple, par exemple, vous vendez des rasoirs, ou de la mousse à raser. Bon, a priori, on va vous recommander plusieurs fois de la mousse à raser. Donc votre client, il a pas seulement une valeur à la vente acquise une fois, il va avoir une valeur, tout au long de sa vie de client chez vous et ça, on peut le mesurer. On peut savoir, en moyenne, un client sur 2 ans, acquis, il rapporte combien? Voilà et donc je vais pouvoir me projeter sur une démarche encore une fois raisonnée ce que je dois dépenser en budget, pour obtenir un ROS qui me convient, potentiellement pas au-delà d'une vente, potentiellement sur 1 an, 2 ans. Mon objectif peut également être, simplement de la notoriété sur mon site. Donc là, c'est le canal ads. La méthodologie ads pour investir les canaux. On a une méthodologie aussi qui est liée au ce qu'on appelle du market automation, qui va permettre d'avoir une méthodologie et une automatisation de ces processus sans, faire appel à beaucoup de ressources. Donc, on va se projeter en fait vers du scénario, l'établissement d'un scénario pour automatiser par exemple la relation cliente. C'est un cas, parfaitement, fréquent. Je suis sûr que vous avez tous déjà reçu des emails par exemple, liés à votre anniversaire. Bon, c'est pas quelqu'un qui crée tous les jours une campagne, alors je vais prendre tous les gens dans ma liste aujourd'hui dont c'est l'anniversaire et c'est mon boulot tous les jours d'envoyer un email. Tout ça est automatisé. À partir du moment où vous avez commencé à établir une relation avec un site web, hop, vous avez rempli un formulaire, vous avez donné votre date de naissance, ben, on peut vous créer un scénario qui va, gérer tout seul, hop, le scénario c'est, tous les jours on envoie en automatique à tous les gens dont c'est l'anniversaire une promo de temps, et cetera. Donc ça c'est, c'est quelque chose de très commun dans le domaine de l'emailing, mais on peut l'avoir aussi directement, sur le site, avec des outils, alors chez nous on utilise beaucoup, Shopimind, mais, peut-être qu'il y a d'autres noms qui vous viennent en tête. Bon, il y a Klaviyo qui est un gros aussi sur le marché et on va automatiser tout ce qu'on peut. Potentiellement les produits complémentaires par exemple. Quelqu'un a acheté un produit, à partir du moment où j'ai acheté un produit où mon acheteur a acheté un produit dans telle catégorie, je vais lui envoyer, des rappels des autres catégories. Donc tout ça pour automatiser ce qui se passe
sur mon site et dans la relation emailing. Le market automation, on va le retrouver dans le domaine des réseaux sociaux et c'est particulièrement intéressant de notre point de vue sur le LinkedIn. Je vais vous donner un exemple de market automation. Vous pouvez utiliser des scripts pour des demandes d'ajout à votre réseau. Donc, par exemple, un script qui va comprendre tel acheteur sur tel pays qui travaille dans telle entreprise. Voilà, je veux que tu me les cibles tous, avec un message dans lequel vous avez des champs automatisés. Donc, voilà, vous pouvez personnaliser vos messages, donc dans la langue du pays notamment. Et essayer comme ça de déployer un réseau, première vue commercial, pour commencer à créer à tisser une toile sociale sur le marché export. Donc ça, c'est dans le cadre de la création de réseau. On va avoir d'autres méthodes de market automation pour aller les relancer, aller leur indiquer qu'on a des nouveaux produits, aller leur indiquer qu'on a une promotion. Et ça ne fait pas démultiplier les ressources sur les marchés. Au contraire, ça automatise en fait ce que vous pouvez faire à grande échelle. Et donc permettre d'aller plus vite, que ce soit sur la France ou encore une fois sur un marché export. Et enfin, pour finir, le pilotage et la web analytics. Donc, ce qui est important, et c'est le cas dans tout ce qu'on fait en marketing, ça va être de pouvoir mesurer un petit peu ce qu'on fait. Donc, on a des KPI, donc des Key Performance Indicators. Ça va nous aider à diagnostiquer, à optimiser, et puis on recommence. Hein, c'est le fameux circuit marketing dont je vous parlais. On va faire la même chose sur l'export, en filtrant par pays. Donc ça va être intéressant. En plus, ça va nous permettre peut-être d'avoir des informations sur le marché tel qu'il existe, parce qu'on va se rendre compte que les stats sont pas du tout les mêmes d'un marché à un autre. Et encore une fois, d'avoir cette démarche d'adaptabilité de notre offre, de notre message au marché qu'on vise. L'important pour ces KPI, c'est qu'ils soient rapidement disponibles, que ce soit régulier, c'est-à-dire on garde les KPI d'une période à une autre. Si vos objectifs ils sont hebdomadaires, c'est les mêmes KPI d'une semaine à l'autre, ou d'un mois à l'autre. Et il reste évolutif. Vous pouvez avoir envie de rajouter des données pour aller un peu plus loin dans ce qu'on voit. Il faut qu'il soit multisource. On l'a vu là, on a une démarche qui est multisource avec du moteur de recherche, du réseau social, potentiellement de l'Ads sur différents canaux. Donc ce qui est important, c'est de rassembler et d'avoir une vue omnicanale, une démarche omnicanale, donc tous vos canaux à un endroit, sur votre marché export, parce que c'est pas monolithique. Quelqu'un qui est sur LinkedIn va potentiellement aller aussi sur Google ou sur les réseaux sociaux. Et idéalement, que ce soit facilement accessible et partagé au sein de votre entreprise pour que tout le monde ait en tête les mêmes chiffres, la même chose, donc la même analyse du marché. Ça va permettre après de tirer aussi dans le même sens. Donc je vous montre quelques exemples de compilation de KPI qu'on peut mettre nous en œuvre avec des vues qui sont accessibles via des URL web, qui sont travaillées avec les clients. On a des standards en tête, mais ensuite on va adapter aux spécificités d'un client et par rapport à ses objectifs, pardon. Donc ça va être le cas, par exemple, ici sur cet exemple, on va bien distinguer ce qui est le CA du site web, par exemple, du CA marketplace. Parce que si on regarde juste son KPI CA et qu'on voit que ça explose, c'est très bien. Ça ne veut pas dire que la stratégie sur le site web, par exemple, est gagnante. Ça veut peut-être tout simplement dire que la marketplace a explosé. Et ça, on en est moins responsable une fois qu'on a mis son produit et qu'il est en ligne. C'est la marketplace qui joue avec l'apport d'internautes et l'apport de CA. Donc c'est un exemple rapide de ce qu'il faut garder. Là, ici, on a une vue sur des ads qui est lié aussi à l'objectif du client de ne pas dépenser plus d'un certain montant. On veut garder une vue par rapport à ce qu'on a fait l'année dernière. Enfin, c'est des exemples pour vous montrer en fait l'adaptabilité de tableaux de bord qu'on peut mettre en place et qui permettent à tout le monde d'avoir une vue objective sur ce qui se passe réellement.
Un dernier mot juste pour vous rappeler ce que Solidis, peut faire pour l'export. Donc on a 8 missions, on l'a vu en grande partie, donc une grosse brique chez nous, c'est l'audit, stratégique où on va vraiment se mettre à la place du consommateur, on va discuter avec l'entreprise aussi pour voir quelles sont les valeurs ajoutées, l'identité, c'est quoi les produits, les services, qu'est-ce qu'on peut raconter qui va, matcher avec un consommateur en face et ensuite on a en place toute la panoplie des actions dont on a parlé. Le référencement naturel, le référencement payant, l'automation, le tracking pour avoir, des bons, KPI en face, les places de marché évidemment sur lesquelles on accompagne, à la mise en œuvre et puis, la notion de pilotage et de suivi. C'est-à-dire de ne pas faire une action et finie partie, mais de suivre dans le temps et d'optimiser, dans la durée. Voilà, je vais m'arrêter là et je vous remercie, pour votre attention. Merci Marie, merci Yann. Comment dirais-je, ouais, donc un des points essentiels qu'on parlait d'outils stratégiques tout à l'heure, c'est vraiment affiner la connaissance de manière la plus précise possible des acteurs que vous avez en face de vous. Parce que on voit très souvent dans les entreprises encore un mésusage de Google pour comprendre ce qui se passe sur le marché en face. Donc ça vaut la peine Tout à fait. justement, l'exemple du VPN par J'ai exemple précisé est juste, ça peut essentiel. nous arriver de pas trouver des concurrents qui vont être exactement dans le même secteur d'activité ou qui vont avoir un produit, on va dire, équivalent. Heu, Dans le domaine du B2B notamment quand on est en service, c'est pas grave, on peut toujours aller chercher, un produit qui est annexe, et voir comment ils font parce qu'eux marchent bien, par exemple. Donc on trouvera toujours une adaptabilité à aller voir, et à étudier des gens qui sont intéressants pour se projeter, sur un marché. On a une question concernant le marketing automation, là sur LinkedIn. Est-ce qu'il est possible, avec un compte gratuit, de faire ce marketing automation ou est-ce qu'il y a un compte premium est impératif? Alors le marketing automation de toute façon sera toujours payant. Le compte premium ou pas, je pense que ça dépend des outils qu'on va utiliser. En l'occurrence sur, Wallaxy, oui, je crois que de mémoire que le compte premium est obligatoire. Ok. Est-ce qu'il y a donc il faut ouvrir le bal des questions comme d'habitude. Est-ce que certains parmi vous ont d'autres questions attendez voir, dans le module conversation, évidemment, j'ai quelqu'un. Toc. Non, c'est pas là. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions que vous souhaitez aborder? Alors évidemment, si certains sujets sont trop précis, ben, n'hésitez pas à reprendre contact avec Soedis pour aborder en fait la déconstruction de campagne, évidemment. Mais est-ce que là, profitez de l'occasion pour avoir des retours? Je ne sais pas si parmi vous, des gens utilisent déjà les VPN à titre d'audit ou d'études. Ça ne va pas être assez. Je pense pas dans les boîtes que je croise, pas beaucoup le font. Mais si c'était le cas, ce serait intéressant d'avoir un avis d'une personne ici présente. Ensuite, je voudrais que vous mettiez. Est-ce qu'on peut mettre un peu le focus sur le travail de recherche des mots-clés des concurrents? Parce que le mot-clé, c'est quand même une traduction d'une stratégie d'entreprise. Et comment est-ce qu'on peut vraiment identifier les mots-clés pratiqués par les concurrents, soit SEMrush, ou est-ce que d'autres outils accessibles au grand public peuvent le faire déjà? Alors il y a, tous les outils accessibles au grand public, qui vont l'être de manière limitée. C'est-à-dire que vous allez avoir par exemple 10 requêtes, sur d'autres outils, il y en a plein, hein. Il y a Ubersuggest, il y a, Check Position, enfin il y a énormément de choses. Le plus complet, celui qu'on utilise nous, de notre point de vue, c'est SEMrush. Je pourrais citer, Ahrefs aussi. Enfin voilà, c'est des outils professionnels, qui ont un coût, qui vont avoir un certain coût, d'où l'intérêt aussi de parfois d'externaliser les savoirs et de passer par l'agence. Google Ads permet d'avoir, encore une fois, une première idée, hein, et de manière gratuite. C'est-à-dire que Google Ads va juste vous demander, c'est nouveau et c'est un peu contraignant, mais ils vont juste vous demander de renseigner une carte. Par contre, ils font un prélèvement, je crois, de test dessus, mais en fait, c'est pas voilà, c'est remboursé immédiatement. Et là, vous allez avoir accès à l'ensemble, des, volumes de recherche selon, Google. L'intérêt d'autres outils comme SEMrush, c'est que ça va être une recherche un peu plus globale. Alors ça dépend encore une fois des marchés. J'ai beaucoup parlé de Google parce que c'est plus de 90 de la recherche, en Europe et c'est le cas en France et même de mémoire sur les derniers chiffres, on est entre 96 et 98 de la recherche qui passe par, Google. Mais sur certains marchés, on sait que Bing, par exemple, ne va pas être complètement négligé. Donc voilà, c'est déjà très bien, Ads. Après des outils professionnels pour mesurer les volumes de recherche, c'est sûr que Il y a, c'est, il y a- que c'est bien aussi.
il y a un point qui m'a particulièrement intrigué, c'est de dire finalement l'évolution des comportements de recherche d'information ou d'actes de consommation, il ne passe plus que pas nécessairement à 100% par Google. Maintenant, c'est fini. Il y a YouTube, il y a donc le Mm. TikTok, Et c'est évidemment, non pour les nouvelles exclusif. générations. C'est non exclusif. Alors, à part dans le cas de certains étudiants qui font du TikTok, mais bon, je pense que ça peut pas durer éternellement s'ils veulent avoir, s'ils veulent étendre un peu leurs horizons. C'est pas exclusif, c'est-à-dire que vous êtes à la fois en recherche sur Amazon, sur Google et sur YouTube. Moi-même, je le pratique et je pense que c'est le cas chez vous aussi. On est sur l'ensemble de ces réseaux. Après, il y a des choses qui sont très bien identifiées sur les intentions de recherche. On sait que quelqu'un qui veut acheter un produit, assez naturellement, va aller potentiellement sur une marketplace d'abord avant de passer par Google. Mais c'est pas le cas de tout le monde. Donc Oui. il faut mesurer, il y a des niches aussi. Sur YouTube, ça va permettre de se présenter d'une manière différente, à des endroits différents. Par exemple, vous pouvez très bien avoir une campagne de publicité vidéo sur YouTube sur de la promotion de produits en cours sur votre site internet qui implique du market automation par ailleurs. Enfin voilà, il y a tous ces canaux-là. C'est de l'omnicanalité et même du web et des méthodes en même temps pour faire en sorte que votre offre trouve le bon internaute au bon moment et au bon endroit, là où se situe, quoi. J'avais une autre question qui nous est portée, c'est est-ce que vous conseillez d'avoir une page LinkedIn ou Insta par pays dans lequel vous êtes présent ou avoir une page globale? Alors encore une fois, ça dépend de ce que vous voulez faire sur LinkedIn. Si vous avez une démarche export sur les pays et que vous allez alimenter votre page, oui. Si c'est juste pour occuper l'espace en espérant que ça vous permette de prendre de l'avance, non. C'est-à-dire que pour être en présence, il faut poster. Donc là, on parle de pages entreprises. Les pages entreprises, c'est bien hein, sur LinkedIn, ça valide en fait une présence. Mais bon, ce qui marche sur LinkedIn, c'est les gens. Donc c'est les commerciaux, les responsables marché. C'est eux finalement qui vont avoir. Vous recevez pas je pense pas d'emailing d'entreprise dans vos boîtes LinkedIn. Vous recevez de la demande intrapersonnelle, entre guillemets, parce qu'elle est souvent automatisée, mais c'est bien un réseau social LinkedIn et on est entre personnes. Donc, encore une fois, il va falloir mesurer la contrainte. Une page entreprise, elle valide en fait la présence sur un marché, mais elle ne crée pas d'entrée. Pas vraiment. Ok. Et pour Insta, même combat? Alors pour Insta, ça va être encore une fois différent puisqu'on va s'adapter à toutes les particularités des réseaux sociaux. Insta va avoir un vrai intérêt si vous avez un produit visuel. Par exemple, si vous vendez là, je vais reprendre encore l'exemple des batteries autoportatives. Non, n'y allez pas. C'est si vous vendez des meubles, des vêtements, des produits qui sont visuels et sur lesquels la vue a une importance. Oui, parce qu'on là, on est sur un réseau de l'image. Et c'est, je sais plus, je pense avoir répondu à la Ouais, ouais, question. non, Ok, Donc, bon il bah. faut pouvoir s'adapter aussi aux spécificités de chacun de ces réseaux. Ils ont toutes leurs petites, voilà, ils ont toutes leurs petits caractères, leurs petites personnalités et parfois, ça représente des opportunités et c'est le cas en particulier pour, enfin moi j'y pense beaucoup pour LinkedIn, c'est peut-être des formations professionnelles sur la partie B2B, mais le fait d'avoir les postes en entreprise des gens, c'est un énorme avantage quand on veut cibler. A priori, il n'y a plus d'autres questions. Je vous invite à régulièrement aller sur le site de Bessie, parce qu'on organise quand même des webinaires autour du marketing, du web marketing. On l'avait fait sur LinkedIn, sur Insta, voilà, ça reste quand même toujours des sujets qui sont nécessaires de s'approprier en entreprise. Donc, n'hésitez pas à aller sur la partie replay, vous les trouverez à votre disposition. S'il n'y a plus de questions, eh ben, hop, fin du webinaire. Encore merci Marie, Yann pour tout cela. Et puis, ne pas oublier que le web, c'est une technicité bien particulière, donc s'aventurer tout seul, en général, c'est pas facile. Voilà, merci à vous tous, bonne journée, Merci beaucoup, au revoir. au revoir.